Bienvenue au Go to the Gym podcast. Mon nom, c'est Jerry Blackburn. Je vais recevoir plusieurs invités pour parler de la santé physique, la santé mentale et juste le bien-être général des gens. J'aimerais remercier notre commanditaire Blackburn Athletics, le meilleur gym au Québec pour faire des cours de groupe. Si jamais vous voulez faire un essai gratuit à un de nos gyms, blackburnathletics.ca. Bonjour Gabrielle, ça va bien? Ça va super bien, merci. Yes, fait qu'aujourd'hui, j'ai Gabrielle Landry, Dr Gabrielle Landry, sur les réseaux sociaux. J'aimerais ça que tu te présentes parce que même si je dis professionnel, hormones, ménopause, fais ton petit elevator pitch avant qu'on embarque sur la discussion de ménopause, hormones, puis... Tout le tralala. Exact. Ben, c'est ça, en fait, moi, ça fait pour plus déjà 2012 que j'ai gradué. Fait à la base, je suis un médecin de famille. Je travaille dans le centre-ville de Montréal. J'ai commencé plus en santé sexuelle. Je faisais du VIH, je travaillais à la clinique L'Actuelle avec les communautés LGBTQ. Puis c'est vraiment là que j'ai comme commencé à toucher un peu les hormones. J'ai fait de la médecine esthétique aussi. Fait que mon centre s'appelle Centre d'hormonothérapie, médecine esthétique et santé sexuelle parce que c'est comme ça qui était mon dada depuis le début de ma pratique. Puis les besoins, en fait, que c'est sûr que moi, j'aimais beaucoup la santé de la femme. Puis on était dans une autre clinique dans le Vieux-Montréal où est-ce que c'était plus privé, donc on avait une autre sorte de clientèle. Puis j'avais aussi beaucoup de femmes qui me demandaient, il y avait beaucoup de questions, puis ils ne se sentaient pas nécessairement écoutés ni entendus. Puis en parallèle à ça, comme j'étais à la clinique L'Actuelle, en VIH, il y avait beaucoup de la communauté LGBTQ, des trans, qui avaient besoin d'hormones. Fait que moi, c'est vraiment là que j'ai développé mon habileté aussi à comprendre les niveaux hormonaux parce que comparativement, puis on va en parler, mais comparativement à chez la femme où on dose pas les hormones, on dose tout le temps les hormones chez tout le monde. Les hommes, on les dose. On diagnostique l'andropause, on les dose. Les transgenres, on leur donne. Quand tu donnes quelque chose, c'est le fun de savoir où est-ce que tu es après. Fait que moi, je trouvais ça vraiment un double standard, qu'on dose tout le monde, mais on dose pas les femmes. Fait que j'ai vraiment, pendant ces années-là, en médecine transgenre, développé cette expertise-là avec le dosage, puis à comprendre tout plein comment que ça fonctionnait, les hormones, qu'est-ce qui fait quoi, puis comment tu te sens quand t'en as plus de une, moins que l'autre. Puis, fait que c'est vraiment dans cette allée-là que je suis allée. Puis là, plus ça allait, puis déjà, je pense qu'avec la COVID, il y a eu beaucoup de demandes aussi pour les personnes transgenres. Puis il y a eu tout d'un coup comme une sorte de boom qui s'est fait. Puis j'avais comme 18 mois d'attente au public parce que, j'avais toute ma prise en charge de médecine familiale, donc j'avais comme jonglé avec la demande. Fait que j'ai décidé de partir de ma clinique. Ça fait comme un peu plus que 3 ans. Ça fait 3 ans là, que je suis au privé. Félicitations. Merci. Fait que t'es plus médecin de famille. Non, c'est ça. 100% ça. dans comme... Mais à la base, on reste médecin de famille, mais c'est sûr que là, pour l'instant, j'ai trop de demandes dans ce que je fais, puis c'est vraiment ma passion, c'est vraiment l'hormonothérapie. Nice. Fait que, ouais, c'est vraiment puis là, en 2012, t'as gradué. Fait que moi, j'ai juste commencé à entendre, en gros, transgenre, etc., justement depuis 3-4 dernières années. Peut-être avant qu'on plonge dans la ménopause et tout ça, on pourrait parler de... Mettons, c'est quoi le processus, y a-tu, mettons, moi, demain, je suis comme, hey, je veux... Puis encore là, si jamais je fuck la terminologie, le vocabulaire, s'il vous plaît, ceux qui l'écoutent, bâche-moi pas. Mais mettons, moi, demain, je veux devenir une femme, on va dire. Tu sais, je veux faire le switch, mais c'est quoi, comme, le processus, les implications hormonales... Ouais, ce serait quoi les étapes? Si ma blonde écoute ça, je ne vais pas le faire, mais exemple, je veux le faire, je veux savoir comment le faire. Mais c'est sûr que, c'est sûr que les gens, quand ils se mettent dans ces situations-là, sont comme, du jour au lendemain, ça arrive pas du jour au lendemain, là, ces gens-là, pour avoir travaillé avec eux, puis travailler encore avec eux, c'est un processus qui est un continuum. Puis souvent, ils ont des signes dès l'enfance. Là, des fois, c'est un peu l'historique de la licorne, là, comment tu as découvert tout ça. Puis, il y a des choses c'est un processus quand même, mais de manière typique, c'est une évaluation avec un médecin ou un spécialiste qui, justement, fait de l'hormonothérapie. Puis après ça, il y a toute l'explication de, des risques, des bénéfices, de où est-ce qu'on s'en va avec ça. Il n'y a pas d'obligation. Nous, on appelle ça comme l'approche transaffirmative. Donc, il n'y a pas d'obligation d'aller voir un psychiatre, de te faire une attestation de dysphorie de genre. Il faut juste avoir un médecin ou un spécialiste, par exemple, un psychologue aussi, qui peut avoir cette évaluation, la discussion avec les gens pour voir le cheminement dans la vie. Pour dire les pour et les contre. Oui, exactement. En temps normal, moi, je dis toujours à mes patients et patientes trans, c'est pas comme... c'est vraiment... c'est ton identité. Fait que c'est qui tu es, là. Fait que, c'est oui, OK, les pour et les contre, mais l'incitatif est très puissant, là. Je veux dire, moi, je suis née dans le mauvais corps. Je pense que, même si j'avais un petit peu plus de risque de caillot parce que je prends de l'estrogène oral, mais je pourrais le prendre transdermique, puis j'enlèverais ce risque-là de 1. Mais de 2, je veux dire, comme il y a peu de risques, il y a plus de risques à risquer dans le mauvais corps, dans ce contexte-là. Fait que, en termes de santé mentale, en termes de consommation... Moi, je peux pas imaginer, là, j'ai 33 ans,
un homme, je peux pas imaginer que I look like this, mais comme je veux pas faire toutes les choses de gars que j'ai des... Est-ce que, exemple encore là, je vais parler au jeu. Mettons, ça serait ça, je m'identifie comme une femme toute ma vie depuis que je suis né, like, je veux faire de girl stuff, mais j'ai le corps d'un gars. Est-ce que c'est juste au niveau comme du cerveau, puisque je suis vraiment je connais zéro ça, OK? Est-ce que c'est au niveau du cerveau que c'est différent ou est-ce que les hormones dans mon corps, même si je suis né un homme, sont différents? Like, essaie de me l'expliquer, like, for dummies, you know? Ouais. Ben écoute, tu sais, je pense que les origines, un peu comme de n'importe quoi, de l'orientation sexuelle, les origines, tu sais, il y a de la génétique, il y a plusieurs choses qu'on comprend pas d'où ça vient, mais ce qu'on sait, c'est que les gens, quand ils se sentent comme ça, c'est souvent internalisé. Puis là, on en parle beaucoup, là, sur les médias. On a l'impression que, il y a vraiment plus une communauté, puis les gens sont plus ouverts, puis même pour les jeunes, ça va être plus facile. Puis c'est quand même assez récent, là, que les gens s'identifient dans des groupes LGBT, puis qu'ils appartiennent à ce groupe-là, puis qu'ils se sentent plus comme, la petite personne qui est la seule, puis qui va falloir qu'elle se cache toute sa vie. Mais, moi, je les vois, là, les gens qui arrivent à 30, 40, 50, 70 ans, là, puis qui font leur coming out, puis qui commencent leurs hormones, puis ils ont eu des enfants, puis ont, tu sais... Fait que, tu sais, c'est fou de se dire, tu sais, on est chanceux là, d'être né dans le bon genre, là, vouloir dire d'être assigné au bon sexe à la naissance, parce que le challenge que ces gens-là ont à traverser, c'est innommable. Tu sais, ils m'ont dit des fois, c'est comme je le savais, mais je pouvais pas en parler parce que je suis née en région, puis moi, je savais que le gars, il était gay, là, puis que lui, là, il avait pas d'amis, puis il se faisait niaiser par tout le monde. Imagine, moi, je vais le dire que je suis trans. Tu sais, on sait comment que c'est difficile, là, les jeunes, là, juste être différent juste d'être différent, d'être roux. Tu sais, juste d'être différent. Tu sais, il y a tellement de choses. Je pense à moi, au secondaire, il y avait un gay, peut-être, tu comprends? Puis mais sûrement, il y en avait un autre 50, mais il voulait pas le dire parce qu'il avait peur de se faire niaiser. Fait que là, ça, c'est un autre niveau, là, on vit plus dans un monde... Ouais, fait que là, le transgenre, c'est... Mais c'est quand les gens le comprennent pas. Tu sais, dès qu'on comprend pas quelque chose ou quelque chose est différent, surtout quand on est plus jeune, on niaise. Puis là, avec le pouvoir des réseaux sociaux, tu peux être assis derrière ton écran puis écrire des méchancetés tout le temps. Oui, ça a pris une autre dimension. Ça doit être quand même, excuse mon franglais un peu, le gratifying ton travail. Tu sais, quand tu pognes l'homme ou la femme ou je sais pas, à ce tu s'identifies avec des noms différents. Fait qu'encore là, excuse-moi, c'est faire fuck it up. Mais qui arrive chez toi et sont hey, je peux vraiment devenir la personne que je suis dans ma tête depuis ma naissance. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour... parce que moi, je me rappelle, à 14 ans, j'étais emo, OK? Je mettais du eyeliner. Si j'aurais pu, à 14 ans, me tatouer du eyeliner dans les yeux parce que je me sentais comme emo life, je l'aurais fait. Je me dis, une chance qu'ils n'ont pas, légal. Mais je ne veux pas nécessairement devenir un autre sexe à ce moment-là non plus. Tu sais, il y a comme une façon de voir que les gens, quand on regarde ça au monde adulte, on a de la misère à comprendre comment ça se passe, mais tu sais, les jeunes, puis là encore là, c'est différent avant ou après la puberté, là, tu sais, il y a des centres spécialisés, dépendant de t'es dans quel stade de développement, puis il y a différents accompagnements chez les jeunes, mais on a comme un peu ce concept-là que ça arrive du jour au lendemain, là, puis qu'il faut qu'on les surveille. Tu sais, c'est un peu ça, la montée de la droite, là, c'est un peu comme comment est-ce qu'on devrait limiter ça, mais ces jeunes-là, là, c'est la souffrance au quotidien. Tu sais, moi, je vois les jeunes en puberté, on le sait, comme on l'a dit, comment est-ce que le bullying, comment est-ce qu'il y a des challenges. Ces jeunes-là, c'est pas, ils s'inventent pas un truc pour être cool. Tu sais, je veux dire, c'est difficile comme challenge de dire, là, je vais aller prendre mon courage à deux mains, je vais aller voir un médecin pour avoir des hormones. C'est pas juste un trip de Facebook puis de réseaux sociaux. Tu sais, fait qu'il faut arrêter de voir un petit peu ça comme si, oh mon Dieu, c'est une décision qui est irréversible, puis on devrait vraiment leur mettre des limites. Mais ces jeunes-là, quand ils arrivent à moi, à l'étape de voir le médecin pour l'hormonothérapie, sont à la limite d'avoir de la mutilation, là. Tu sais, c'est comme ça plus capable d'être dans ce corps-là qu'ils sentent. Puis ils savent. C'est pas les pressions externes là, qu'on essaie de faire dire « Oh mon Dieu, ben là, ils ont peut-être vu ça, puis là, ils veulent s'associer à un groupe. » Ces jeunes-là sont extrêmement souffrants. Puis quand on commence l'hormonothérapie, on voit, là, moi, je vois des chenilles devenir papillons, là. Tu sais, c'est vraiment gratifiant. Fait que c'est pour ça que c'est pas ça qui est dans les médias, c'est pas sur ça qu'on mise. On met toujours sur qu'est-ce qui est sensationnaliste, les trans dans les sports, les trucs, les affaires qu'on voit pas dans la réalité. C'est pas ça, c'est pas juste, c'est qu'il y a des gens ça change littéralement leur vie, là. Ça change tout. C'est game changer. OK, donc... La personne arrive chez toi. Oh, excuse, je veux vraiment élaborer. je t'ai invité par les ménopauses puis les hormones de...
féminin. Excuse, mon français n'est pas top, là. Ouais. Mais ça m'intrigue quand même du processus, vu que c'est nouveau, puis les gens qui vont écouter ça, au moins, beaucoup de parents qui écoutent mon podcast, fait que si jamais ils ont des enfants qui arrivent avec certains commentaires, mais ça pourra leur aider à comme les bien encadrer. Ouais. Y a-tu un âge que tu peux commencer ça? Mais en fait, c'est... Légalement. En fait, c'est un ben, en fait, il y a pas de... Ben, il y a l'âge légal pour un enfant de pouvoir décider de ses soins, c'est 14 ans. T'sais, par exemple, sans avoir l'accord de ses parents. OK. Mais tu sais, souvent, ce qu'on va faire, mettons, quand l'enfant est plutôt jeune ou avant la puberté, bon, on va plus orienter les parents, on va plus donner des organismes communautaires, puis tu sais, il y a différentes étapes qui peuvent être, puis tu sais, j'en ai des listes que je vais remettre, là. Puis oui, il y a des centres tertiaires aussi, justement, quand on est beaucoup plus jeune, mais quand, tu sais, il faut qu'il y ait une certaine puberté de commencer pour commencer, par exemple, des bloqueurs, là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a tout un processus. Les parents qui seraient intéressés, mais tu sais, il y a aussi un centre, là, à Sainte-Justine, justement, où ils vont, une sorte de pédiatrie qui vont vraiment faire de l'endocrinologie pédiatrique spécialisée, là. Nice. Fait que s'ils sont très, très jeunes, ils vont pouvoir se faire orienter. C'est sûr que le délai d'attente est toujours un petit peu plus long au public, mais je pense que ça vaut la peine de commencer. En tout cas, si au moins ton enfant te parle de quelque chose. Prends un premier rendez-vous. Il y a des psychologues et des sexologues qui sont spécialisés là aussi. Là. C'est sûr qu'il y en a peut-être moins, c'est souvent au privé. Là, fait que premièrement, dans ces centres tertiaires-là, ils ont quand même des ressources habituellement qui peuvent entourer les parents, l'école et tout. Puis c'est bien aussi que les parents informent l'école aussi, là, les pronoms. Il y a beaucoup de choses à aborder, là, mais c'est pour ça que c'est souvent des longues consultations. Puis, Ben c'est bon. Fait que là, ils consultent. Ça va de l'avant. C'est quoi les premières étapes de vraiment des changements hormonaux? Oui, avec dépendant où on est au stade de développement, mettons. Parce que, tu sais, on sait que, par exemple, là, c'est un petit peu spécifique, mais il faut que tu sois en un certain développement, comme un Tanner, tu sais, il y a des stades de Tanner, qu'on appelle ça, développement pubertaire. Fait que le stade de Tanner 2, tu as comme un certain développement. Il faut que tu te rendes là pour avoir des ovocytes, donc des gamètes. Fait que dans le fond, pouvoir avoir de la fertilité dans le futur. Fait que ça, c'est comme important de se rendre là, habituellement, si on veut avoir cette décision, parce que c'est une décision qui est difficile à savoir dans le futur. Fait que, puis là, après ça, ben là, ça va être, OK, dépendant de quel âge on est rendu, quel stade de Tanner, est-ce qu'on commence des bloqueurs d'hormones? Est-ce qu'on est rendu un peu plus vieux? Puis là, ben tous les gens de la classe, ils ont déjà des caractéristiques de l'autre sexe. Fait qu'on veut avoir une hormone en plus pour avoir les caractéristiques sexuelles secondaires. Fait que c'est toute une question de l'âge, de où est-ce qu'on est rendu. C'est quand même assez complexe comme discussion, là, mais tu sais, il y a plusieurs options. Fait qu'il y a des blockers. Ça, c'est... Exemple, moi, je suis un homme, je veux devenir une femme. Est-ce que ma terminologie est correcte? Oui, ben c'est ça. Mettons, toi, tu es une trans-femme. Ça serait comme ça là, qu'on dirait. OK, fait que moi, exemple, vu que je suis un homme là, mais je veux... Tu as été assigné homme à la naissance. Dans le fond, tu es une femme qui a été assignée homme à la naissance. OK, fait que je serais considéré un trans-femme. Ouais. OK, fait que mettons, je suis une trans-femme, 33 ans. Là, tu donnerais des bloqueurs pour bloquer la testostérone? Oui, ça, c'est un petit peu différent de la puberté. Mais mettons, oui, quand je vois des adultes, le plus commun, mettons, ça serait de donner de l'estrogène, parce qu'il faut en donner, on n'a pas le choix pour féminiser. Le bloqueur, par contre, c'est pas les mêmes qu'on donne à la puberté, c'est juste comme un bloqueur de testo, comme la spironolactone, de l'androcure, c'est des bloqueurs, finalement, de l'action de la testostérone sur le corps. Mais aussi, plus on va augmenter les estrogènes, puis plus on va venir bloquer la testo naturelle. Fait qu'il y a comme plusieurs façons de le faire, mais en général, oui, c'est ça. Puis moi, je peux tout faire la thérapie hormonale. Est-ce que je suis obligé de faire l'opération, tu sais, le big switch? Non, ou avec les hormones, éventuellement, je peux être mieux au niveau comme de mon mood, ma santé mentale va être meilleure, je vais me sentir... Est-ce que je me sens tellement idiot, là, mais comme, je vais me sentir plus comme une... Comme je suis dans comme quand tu te sens dedans. Exact. Je vais me sentir... L'extérieur va commencer à ressembler à comment je me sens à l'intérieur, mais je vais comme encore avoir un pénis si je fais pas l'opération. Exact. Est-ce que l'opération est couverte? Oui, fait que la vaginoplastie est couverte. L'orchiectomie aussi. Donc, il y a des gens qui ne voudraient pas nécessairement avoir de cavité vaginale, mais juste enlever les testicules pour ne pas avoir de production de testo. Je comprends. Mastectomie aussi, chez les hommes trans. Puis la métaïdoplastie, en tout cas, de faire comme un néopénis, là. Fait qu'on peut comme créer ça aussi. C'est un peu plus complexe comme chirurgie. C'est pas mal ça. Le reste, c'est comme les implants mammaires, la pomme d'Adam, l'électrolyse, laser, ça, c'est payant. Esthétique. Ouais, c'est ça. On pourrait dire. Mais tu sais, pour beaucoup de femmes trans qui ne développent pas assez de seins, ça pourrait quand même considérer non esthétique, mais... C'est bon que tu me corriges pour ces affaires-là. Est-ce que
Puis après ça, on tombe dans ménopause, tout ça, mais ça m'intéresse vraiment. Excuse pour ceux qui écoutent, je suis égoïste, je veux vraiment m'éduquer plus là-dessus. OK, fait que moi, transfemme, je prends les hormones, je décide de enlever le vaginoplastie. Ouais. Est-ce que éventuellement je pourrais avoir un enfant? Ouais, non, c'est ça, c'est plus complexe. OK. Parce que dans le fond, ça prend un utérus, tu sais, ça prend... C'est vrai. Dans les ovaires. C'est vrai. Une bonne question. C'est ça, ça prend quand même, tu sais, d'autres appareils. Mais il y a eu quand même de la recherche en implantation d'utérus, là. J'ai déjà entendu parler de ça, mais OK. c'est très embryonnaire. Pour l'instant, c'est un non, Ouais. mais avec tous nos recherches, puis le AI, puis tout Dans ça, le ça se peut éventuellement, l'opération peut inclure un utérus. Toute la machinerie. Ouais, on pourrait essayer. Ça va être rock and roll. Ça va être cool, parfait. Ouais. Mais merci pour ça. Ménopause. Mm-hmm. Moi, je vais expliquer ma connaissance de ménopause. C'est quand ça fait 12 mois que tu n'as pas eu des menstruations. Tu es officiellement en ménopause. Mm-hmm. La raison numéro 1 pourquoi je voulais t'inviter aujourd'hui, ton contenu est sacoche les réseaux sociaux. Je vais poster dans le lien après, Dr. Gabriel Landry. Avant un couple de mois, je connaissais rien dans la ménopause. Moi, je pensais que toutes les femmes have hot flashes, brain fog, tous les symptômes qu'on parle toujours, c'est normal, puis you just have to suck it up. Comme si c'est la vie, ça va durer 5 à 10 ans, que ta vie va être la merde. Ça se peut que ton libido descend, vaginal dryness, tu sais, tout le kit. Mais là, le plus que je fais des recherches, que j'écoute des podcasts, ton contenu, je réalise c'est pas juste hot flashes, puis un affect... excuse, ça affecte pas juste le libido, mais aussi la santé mentale. Je pense que les stats sur les femmes qui ont Alzheimer's est extrêmement élevé. C'est pour ça que je voulais t'inviter pour parler de l'importance du balancement hormonal, surtout pour les femmes en vieillissant. Mais avant qu'on arrive à ça, les suggestions, peux-tu nous walk through en étant une femme, jusqu'à la puberté, là, il y a le perimenopause que j'ai appris. Mettons, Ouais, c'est surtout, même les hommes, tu sais, nous les hommes, nos femmes vont vieillir. Le nombre de divorces qui arrivent comme après 50 ans, parce qu'on comprend plus notre femme, puis là, il y a des clashs. Fait que pour les hommes qui écoutent ça aussi, explain c'est quoi une femme pour dummies, pour nous autres, pour qu'on puisse prendre soin de nos femmes en vieillissant. Mm-hmm. Écoute, il y a tellement de choses à dire. Là, j'ai comme eu 40 idées qui m'ont passé quand t'as parlé tout le long, mais tu sais, juste pour faire un point, il y a tellement de femmes qui arrivent dans mon bureau puis que je me dis, j'étais arrivée 2 mois plus tôt, j'aurais sauvé cette famille-là. Là. Je le sais, là, je le sais, je le sens, je le vois comment est-ce qu'ils sont plus capables de se sentir. Mais tu sais, bref, la préménopause, en général, ça peut commencer à peu près 10 ans avant la ménopause. Puis il y en a qui ont des ménopauses un peu plus précoces. Fait que c'est pour ça que en général, on va dire à partir de 35 ans. Moi, je le vois beaucoup là, chez mes femmes quand ils ont eu des enfants. Ils me disent souvent, coudonc, c'est toute la charge mentale, là, parce que pourquoi, là, oui, c'est sûr qu'après eu des enfants, t'as vieilli, puis c'est vrai que peut-être qu'on a des enfants un peu plus vieux, fait que je les vois après qu'ils ont eu ça, puis ça fait du sens de dire que oui, il y a une charge mentale qui est augmentée, mais pourquoi tout d'un coup, là, genre, j'ai comme moins de fun dans la vie, là? Je me trouve moins le fun. Ça, mais avant, j'étais plus... Oui, je comprends, là, peut-être que je suis moins naïve, là, parce que j'ai des enfants, j'ai des responsabilités, puis c'est comme... Mais il y a vraiment une grosse différence qui se fait dans ce 5 à 10 ans-là, dans la fin de la trentaine, quarantaine, puis je le vois autour de moi, je suis dans ces âges-là aussi, je le vis, tu sais. Fait quand on est là-dedans, on se rend compte que, OK, là, la médecine traditionnelle, elle répond pas à un besoin, comme qui est vraiment présent. Puis, tu sais, c'est sûr que si on parle, mettons, de la préménopause puis de qu'est-ce qu'on fait en médecine traditionnelle, ben c'est on donne ou bien la pilule contraceptive ou des antidépresseurs. C'est ça, les lignes directrices. Pour tout le monde. Les gynécologues, c'est ça qui vont conseiller. On recommence... c'est ça qu'ils sont... Excuse de couper. Ouais. That's what they learn. C'est ça qu'ils sont... C'est ça qu'on apprend. You know what I mean? C'est ça que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de recherches pour devenir médecin sur la ménopause, les hormones féminins. Fait que eux autres font juste ce qu'ils pensent qui est le mieux parce que vous n'êtes pas éduqués autrement, right? Mm-hmm. C'est ça?
La recherche, c'est un gros problème. Les femmes ont été incluses dans la recherche clinique à partir des années 90. Parce que souvent, on les excluait de beaucoup d'études, de grosses études sur les statines, des choses comme ça, parce que le risque de grossesse, l'allaitement. Fait que, tu sais, déjà là, les femmes sont comme considérées comme des hommes avec des vagins. Tu sais, genre dans la plupart des études. C'est vraiment ridicule. Fait que, puis on est tellement des êtres qui sont différents. Tu sais, tu parlais de prévention, justement. D'avant l'étude WHI, puis tu as peut-être lu là-dessus, là, ou tu as peut-être écouté des podcasts, en tout cas, pourquoi qu'on a peur des hormones, c'est parce que en 2001-2002, il y a eu une étude qui a été faite avec des hormones synthétiques. Dans le fond, tu sais, c'est plate parce que si on avait étudié des hormones, la même chose que le corps produit, tout aurait été positif, là. Puis si tu donnes la bonne façon, il n'y en a pas de risque, tu sais. Fait que c'est ça qui c'est le pire. Fait qu'on a étudié des femmes qui n'avaient pas la bonne âge. Il y avait 63 ans, à part de prendre des femmes en préménopause, que c'est là qu'il faut commencer. Oui. On regardait s'il y avait... Parce qu'on y avait tellement d'études qui démontraient la prévention au niveau cardiovasculaire, parce que c'est la principale cause de mortalité chez la femme. On s'est dit, on va pouvoir étudier des hormones, mais là, il faut les breveter, parce que c'est la pharmaceutique qui paye, hein. Fait que les hormones bioidentiques, ça peut pas se breveter. Il faut que tu changes ta molécule. Fait que ça a été du Premarin, du Provera, c'est du synthétique. Malheureusement, ces hormones-là n'avaient pas le même profil de sécurité sur les récepteurs. Le Premarin, pas mauvais, un estrogène synthétique qu'on prend par la bouche. Par contre, ça augmente le risque de caillot. Un peu moins que la pilule contraceptive, mais quand même, ça fait partie des risques liés aux estrogènes synthétiques. Puis le Provera, ça, c'est un progestatif qu'on est obligé de donner quand tu as un utérus. Puis lui, ben, il était vraiment pas le même profil de sécurité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont parler de la pilule, tu sais, les progestatifs, je sais pas, la pilule peut donner le cancer. Ben, le progestatif, là, c'est vraiment une fausse hormone, dans le fond, une hormone synthétique qui est dangereuse, qui est pro-inflammatoire. C'est ça qu'ils ont donné à les femmes dans la recherche en 2001. C'est pour ça que, puis même si, tu sais, il y avait deux groupes de femmes. Il y a une femme qui avait encore un utérus, d'autres qui n'avaient plus. Ceux qui n'avaient plus d'utérus, ils ont dit on n'est pas obligé de leur donner un progestatif. Fait qu'ils ont donné juste de l'estrogène. Ces femmes-là ont eu 23 de diminution de cancer du sein. Ceux qui ont pris un progestatif, augmentation légère, mais plus ou moins. Fait que c'était vraiment comme ça venait enlever les bénéfices des estrogènes. Fait qu'à cause de cette étude-là, on a arrêté de donner des hormones. Avant ça, les cardiologues, les internistes, tout le monde, dans les années 90, parlait il faut donner des hormones. On commençait à en parler de la prévention, là, que les hormones, c'était bénéfique. Il n'y a pas une hormone dans le corps qu'on ne remplace pas quand elle s'en va. C'est vraiment un double standard là, chez la femme. Puis là, ça a tout été bâché par cette étude-là. C'était pas les bonnes hormones. Puis après ça, il y a eu un gros blank. Plus d'études en hormonothérapie parce que les hormones sont dangereuses. Fait que là, on se retrouve 20 ans plus tard, on n'a comme pas de data. Aucune évolution on n'a pas de 20 données. ans. Puis on est comme... Moi, c'est mon day-to-day de dire ça n'a aucun sens. Puis la jeune génération, c'est pour ça que les gens en parlent beaucoup, là, des jeunes dans les podcasts, c'est parce que il faut en parler. Les gens veulent prévenir. Ils veulent pas être comme leur mère, là, qui sont en maudit tout le temps, là. Puis moi, je la vois, puis les boomers, là, c'est la génération manquée. Mes parents, moi, c'est la génération d'études Y. C'est eux autres qui n'ont pas pu bénéficier d'hormones, puis c'est eux autres que ça va pas bien, là, tu sais. Ouais. Ils vont mourir plus jeunes. Dans l'étude Y, tu donnes pas d'hormones, tu meurs plus jeune. Fait que, tu sais, c'est fou. Puis juste, tu sais, j'ai commencé à parler à ma mère, puis elle me dit, je savais même pas que ces genres d'affaires existaient. Hormonal therapy. Elle a envoyé à ses collègues. Et ses collègues me disaient, Jerry, merci. Et j'ai envoyé un lien pour un site web de, you know. Mm-hmm. Fait que c'est même pas que les recherches sont moins là, c'est qu'on n'en parle tellement pas de tout ce qui est accessible pour les femmes d'aujourd'hui. Mm-hmm. Périménopause, corrige-moi si j'ai tort, c'est quand c'est avant la ménopause, c'est quand les menstruations commencent à être moins réguliers. Ou le blood flow peut varier aussi. Oui, en fait, de manière générale, la péri, c'est plus comme autour de la ménopause. Il y a la pré-ménopause, qui est toute la zone de sénescence. Parce que c'est comme un peu... Moi, je te dirais que c'est peut-être plus simple. Ben, il y a de la pré, là, qui peut être comme 10 ans avant la ménopause. T'as de la péri où est-ce que, OK, là, c'est vraiment, là, it's going wild. Quelques années avant, puis là, t'as la ménopause, c'est 1 an après l'arrêt des pré, ouais. péri, ménopause. Moi, des fois, je fais juste dire, il y a pré puis il y a ménopause. C'est moins compliqué. OK, c'est parfait. juste parce que nous, on voit c'est différent ce qui se passe dans chacune des étapes. Ouais, il y a des femmes qui peuvent, atteindre certaines étapes à des âges différents dans leur vie. Exact. Fait que, OK, mettons, t'es une femme ou t'es un gars qui a une femme, comment qu'on peut commencer à réaliser où ça se peut que la femme arrive en préménopause? C'est quoi les symptômes? Ouais. Il y a un super beau documentaire, je sais pas si t'as entendu parler de l'automéno.
tout cas, Non? moi, souvent, je le ben, tu sais, c'est Véronique Cloutier qui a fait ça. Ça fait Québécois, en 3 ans plus? déjà. Ouais. Nice. Et moi, des fois, je le réfère, puis je leur dis, écoutez ça, parce que c'est quand même le fun de pouvoir se reconnaître, surtout en couple. Tu Parce que c'est m'enverras le facile à écouter. lien Ouais, je vais te tantôt, l'envoyer. puis je vais le poster. C'est surtout .tv. OK. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun, parce que c'est facile à regarder, puis c'est vraiment très, les gens vont comme, oh my God, je me reconnais vraiment. Mais, mettons à partir de 35 ans, bon, tu peux commencé à avoir des genres de bouffées de chaleur, ou avoir comme un peu plus chaud. Des fois, les femmes vont me dire, j'ai plus tout le temps chaud, ou je me réveille le matin, souvent, j'ai comme une petite bouffée, puis ça peut être pas tout le temps dans le cycle, ça peut être en SPM, pendant les règles, OK. tout commun. Après ça, de l'insomnie. Le sommeil est plus léger. J'ai la misère à tomber endormie, je sais pas pourquoi, puis c'est souvent en SPM, ça aussi, on l'a constaté. Les SPM d'humeur qui deviennent vraiment pires. Tu sais, il y a des femmes qui ont un trouble dysphorique prémenstruel. Il y a des femmes qui sont toujours plus SPM depuis longtemps. Ils ont une sensibilité accrue à leurs fluctuations hormonales. Tu sais, c'est pour ça qu'on donne la pilule chez les jeunes. En plus, on a de la contraception. All good. Mais ces femmes-là, quand ils vont devenir un peu plus âgées, ça s'aggrave, dans le fond. OK. Après ça, il y en a tellement. Des douleurs articulaires, des mal partout, des tendinites, tu sais, comme mal à l'épaule, surtout toujours les physio. Il y a beaucoup de femmes là, dans fibromyalgie, là, le nombre de femmes qui se font diagnostiquer ça en voulant dire j'ai mal partout. On fait des rayons X. Des fois, on trouve un peu d'arthrose, ils vont dire que c'est de l'arthrose. Mais l'arthrose, ça fait pas tout le temps mal. Ça, Si tu fais des rayons X à tout le monde. Parce que l'estrogène, il produit moins. Fait que ça peut créer des. C'est plus une anarchie, là, mais tu sais, ça peut être plusieurs choses qu'on pourra parler au niveau des niveaux hormonaux. Mais tu sais, en temps normal, c'est que tes ovaires, ils ont comme une sénescence, là. Tu sais, dans le fond, mon année commence à moins produire ou de manière différente. Puis ton corps, il est comme fait pour te faire ovuler à tout prix, là. Fait que dans le fond, il y a le FSH qui va des fois se mettre à pulser un peu plus pour essayer de produire plus. Puis là, c'est complexe, mais bref, des fois, l'estrogène est un peu plus haut, des fois, la progestérone est un peu plus basse parce qu'il va y avoir des cycles anovulatoires qu'on appelle. Il y a d'autres choses qui peuvent se passer, mais c'est quand même, en général, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on va souvent, là, on pourra parler des traitements, mais on va pouvoir essayer de compenser dans cette phase-là, deuxième phase du cycle, pendant les SPM, où est-ce qu'on a plus de symptômes avec des hormones bioidentiques. OK. Fait qu'avec ces symptômes-là, maintenant, c'est en coche Mais là, je n'ai juste nommé là-dedans. 3, mais je pourrais t'en nommer 20. Là. Mais Comme moi, je la dis, on en libido. nomme 15. Tu sais, OK. parce que là, là-dedans, il doit avoir libido, Libido. il doit avoir... Sécheresse vaginale. sécheur, mais je vais laisser continuer. Ouais, je après, vais le juste te faire. répéter après toi. Mais toute sécheresse vaginale, vessie hyperactive, incontinence à l'effort. Oui, ça peut être aussi post-bébé, bon, mais quand même. Excuse, j'ai pas compris. Incontinence à l'effort, stress incontinence. Fait que quand tu OK. éternues, tu tousses, bon, c'est multifactoriel, mais ça peut être aggravé dans cette période-là. Là, après ça, bon, gain de poids. Les femmes vont me dire j'ai plus de poids au niveau de l'abdomen, tu sais, puis ça, c'est un peu lié avec l'augmentation de la FSH. En périménopause, on le voit plus. Bon, insomnie, fatigue. Tu sais, syndrome de fatigue chronique puis fibromyalgie, là, j'ai ça souvent dans mes bureaux, là, ces diagnostics-là. Puis là, tout d'un coup, tu sais, oui, ça peut arriver là, que c'est vraiment ces entités-là, mais moi, j'en ai eu beaucoup qui avaient ces diagnostics-là, puis je leur donne des hormones, puis c'est fini, là. C'est leur maladie chronique, Malade. puis c'est fini. Fait que, tu sais, je veux dire, je me dis, écoute, je suis la seule là, à Et pas puis c'est fou comprendre. parce que dès qu'ils donnent arthrose, en général, là, les gens vont dire ah, j'ai mal. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On bouge moins. Ça empire. Mais tout ça, peut-être, encore là, ça se peut que ce soit la vraie arthrose, mais en général, surtout chez une femme, ça peut être juste un débalancement hormonal. C'est possible. Tu sais, puis je comprends que des fois, ils disent « Ah, mais il n'y a pas juste ça. » Puis c'est sûr qu'il n'y a pas juste ça. Moi, je suis un peu biaisée, je pense, parce que de la nature de mon travail, les femmes, là, souvent, ils ont un médecin de famille, ils ont des palpitations, ils ont vu le cardiologue, ils ont mal partout, ils ont vu le rhumatologue, ils ont toutes vu les spécialités, ils m'arrivent, puis là, je suis comme « Bon, alléluia, j'ai trouvé la réponse parce qu'ils ont déjà fait évaluer tout. » Mais il reste qu'il faudrait qu'on y pense quand même, parce qu'on n'est même pas... Notre cerveau de médecin n'est même pas traîné à penser à la préménopause. Tu sais, on est juste pensé à chacun des symptômes, on doit les envoyer en spécialité. On prend pas la personne comme une entité. Tu sais, qu'on devrait vraiment réfléchir que ça peut être... T'as mal au bras, OK, je vais trouver la solution pour ton bras. T'as mal au ventre, on va... Mais c'est comme tout a un lien. Ouais. Fait que, là, t'as un petit pilule pour, un certain symptôme, à place de prendre un petit pas de recul puis de voir le corps complet. Oui. Puis on n'a pas parlé des symptômes de l'humeur, là, tu sais, justement, comme la déprime, l'irritabilité, l'anxiété, tout ce qui va venir avec, qui va faire que, justement, quand on parle de divorce, là, dans la préménopause, là, c'est une grande période de séparation puis de bris de famille, ce moment-là. Là, j'ai un blanc sur le stade, je l'écoutais juste avant de rentrer. Mais comme le nombre de femmes qui déclarent dépression Burnout. à partir de 50 ans, burn-out, Dans la tout ça. quarantaine. Je me le dis, ça doit être fou quand, un, tu te sens pas bien, deux, tu te sens pas compris, trois, t'as aucune idée
pourquoi. Tu dis, OK, c'est mon nouveau normal. Tu te pognes avec ton mari, tu te pognes, you know. Ça Te doit mettre être... sur des antidépresseurs, il peut avoir aussi un gain de poids avec certains antidépresseurs. Ça mine encore plus l'image de toi, ça mine ta libido. Fait que, tu sais, rendu là, je veux dire, la façon dont on traite les femmes, c'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on mérite d'être traité, là. C'est vraiment... la santé de la femme, c'est vraiment l'enfant pauvre de la médecine, là. Mais je suis vraiment content qu'on commence à faire des recherches. You know, contrairement à 2001, que tout scrappé ça. On a encore du retard, là, mais... C'est sûr qu'on a encore du retard. Mais c'est pour ça que je tenais vraiment à t'inviter, puis, you know, à continuer à parler, puis sûrement après ce podcast-là, les gens vont avoir plein d'autres questions, puis on va en faire d'autres podcasts, puis je trouve que c'est vraiment nice. OK, fait que là, il y a une femme qui écoute ce podcast-là, 34 ans, OK, elle commence à avoir des irregularities au niveau de menstruation. Elle aime son chum, elle le trouve beau, mais comme, elle a moins envie de lui, puis elle comprend pas pourquoi. Puis, tu sais, les symptômes, elle commence à avoir mal au bras. Tu sais, elle commence à avoir un couple de symptômes que tu viens de mentionner. Ça serait quoi une première étape pour cette femme-là? Ouais. C'est sûr qu'à 34 ans, les gens vont peut-être dire « Ah, en même temps, c'est un peu jeune ». Ça va dépendre du questionnaire. Tu sais, il y a des femmes là, qui ont l'air assez jeunes, dans la fin de la trentaine, mais que c'est vraiment, tu sais, hey, depuis 1 an, depuis 2 ans, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Ils me disent souvent, cliniquement, je le vois, là, après mes grossesses. Bon, OK, là, tu dis, tu fais tout ton counseling. Tu sais, c'est sûr que moi, je ne vais pas leur dire les hormones, c'est la solution à tous tes maux, là. Je vais m'assurer que quand même, on a fait le tour de la question. Puis c'est pour ça que les bilans sont importants aussi. Je vais regarder la thyroïde, je vais regarder ton insuline à jeun, je vais regarder certains ratios, on va regarder les ovaires polykystiques. Il y a tellement de choses à exclure. Puis il reste que la préménopause, c'est un diagnostic clinique à la base. Fait que c'est vraiment l'histoire qui va me permettre de dire, OK, cette femme-là a probablement ça. Puis s'il y a des choses qui ont des symptômes d'alarme, on va les faire évaluer. Mais tu sais, moi, je pense que je suis vraiment biaisée parce que tout le monde répond à l'hormonothérapie. Fait qu'ils ont probablement toutes ces évaluations-là. Puis s'il en manque, tu sais, ça peut arriver de tomber sur une femme qui a une apnée du sommeil aussi, puis c'est pour ça qu'elle est bien fatiguée, là. Fait qu'il faut juste quand même pas. Exact. C'est pas toujours prendre des hormones. C'est ça. Mais c'est pour ça que le bilan va aussi avoir une ferritine, va aussi regarder la thyroïde, va aussi, tu sais, y aller de manière comme systématique pour être sûr qu'il n'y a pas justement d'autres causes de grande fatigue, là, tout ça. Fait que moi, je commence par un bilan quand même, puis là, on part de là. T'sais, à partir de ce moment-là, là, on peut voir, y a-t-il d'autres choses qui seraient à régler? Puis dépendant un peu des symptômes, je te dirais, là, on peut commencer une hormonothérapie là, dans certains moments du cycle, par exemple. Puisque toi, t'as une clinique au privé? Ouais. Parfait. Fait que ça, c'est des affaires que c'est out of pocket. Une fois que tu fais comment je peux dire ça? Une fois que tu fais, les tests, etc., toi, tu vas présenter des options. OK, voici combien ça coûterait, voici la fréquence, etc. Oui, mais ça, c'est donné avant de commencer les premières consultations, là, toutes ces informations-là. Mais c'est sûr que moi, j'étais au public avant, là, puis honnêtement, avec le manque d'accès aux soins qu'on a pour les femmes, mais aussi le manque d'informations. Tu sais, moi, je passe 1 heure avec mes patientes là, à leur parler des études, à leur dire que, tu sais, moi, je suis pas dans les lignes directrices parce que les lignes directrices, c'est avec les hormones synthétiques. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de temps. Moi, je fais des formations tout le temps aussi, là. Je suis tout le temps partie aux États-Unis, en Ontario, tu sais, parce qu'il y a pas mal de places dans le monde qui sont plus avancées, là, puis il faut vraiment que tu fasses tes recherches, mais... Oui. Fait que c'est ça, c'est beaucoup d'investissement de temps avec les patients, fait que c'est pas concordant avec le système public. C'est pas parce qu'on veut pas le faire au public, là, on est beaucoup de médecins qu'on aurait vraiment aimé ça pouvoir, mais malheureusement, ça marche pas. Puis tu serais timé aux 10 minutes avec ton client. J'aurais pas moi, le temps de gérer je suis tout ça. all for private, mais j'essaie juste, pour les gens qui écoutent ça, OK, ça se peut qu'ils aillent sur le site et disent « Oh, j'ai vraiment pas les moyens pour ça. OK, pour au moins qu'ils comprennent toutes les options, autant au public, autant qu'au privé. Puis là, tu parles de hormones. En général, y a-tu comme, je sais que c'est pas un one size fits all, mais en général, une femme que tu crois qui a besoin de hormonal therapy, c'est quoi les hormones qui produisent moins chez la femme? C'est quoi les hormones que... Tu sais, tu parlais de blockers, tu parlais d'hormones, comme ça serait quoi un traitement général chez une femme? Oui. Fait qu'en préménopause, mettons qu'on établit le diagnostic, bon, là, on peut regarder justement, tu sais, moi, c'est ça, je vais me fier à plusieurs items, dont les bilans aussi pour commencer, mais la progestérone,
ça serait, je dirais, le go-to là, en préménopause, qui pourrait être donné de manière cyclique, par exemple, de l'ovulation jusqu'aux règles, quand les symptômes, puis souvent, ça commence comme ça. Je te dirais, là, ce que je vois cliniquement, c'est qu'un peu plus jeune, c'est plus pendant les SPM que les symptômes vont être plus prépondérants. Puis c'est un peu logique avec, justement, ce qui se passe, parce que, bon, on a plus de cycles anovulatoires, de manière générale. Il y a plusieurs choses dans le dysfonctionnement qui se passent, mais en effet, on essaie de nous faire ovuler à tout prix. Donc, la FSH augmente, l'estrogène augmente par rapport à la progestérone. Puis l'estrogène, c'est plus l'hormone, on pourrait dire, reliée à l'anxiété, l'énergie, mais l'anxiété, la fébrilité, les saignements plus abondants, les douleurs au sein. La progestérone, c'est plus l'hormone calmante qui aide à dormir, anxiolytique, diurétique, de manière comme générale. Après ça, tout est personnalisé d'une façon... à voir vraiment quel symptôme est dû à quoi pour chacune des femmes. Là. OK. Fait que progesterone, ça serait, mais en général, souvent un go-to. L'estrogène. Ouais. Qu'est-ce que ça fait chez une femme? Les hommes, on en a aussi. Mais qu'est-ce que ça fait chez une femme, l'estrogène? Qu'est-ce que avoir une baisse d'estrogène peut causer chez une femme? Ouais. Ben, le plus commun qu'on connaît, c'est les bouffées de chaleur. Ça, c'est comme assez standard. Mais il y a des femmes en préménopause qui manquent pas d'estrogène puis ont des bouffées de chaleur. Puis la progestérone peut aider. Les douleurs articulaires, la grande fatigue, troubles de l'humeur. En fait, tout ce que j'ai nommé. Parce que ça va être difficile, mais les bilans vont nous aider. Aussi, la reconnaissance clinique, l'évolution. Quand tu commences une hormone, tu vois comment que la personne s'améliore. Là, il me semble que c'est pas optimal. On peut augmenter la dose ou on peut rajouter quelque chose d'autre, tu sais. Fait que c'est vraiment du fine-tuning, là. Tu sais, c'est challengeant même pour les experts des fois, là, parce que c'est pour ça que, tu sais, puis je comprends que les médecins n'ont pas appris à doser les hormones aussi. Il y a ça, là, tu sais. Fait que c'est vraiment une expertise en soi, mais plus t'en fais, plus tu fais des liens, tu sais. Moi, ça m'est arrivé vraiment souvent que j'ai des femmes qui ont été chanceuses de se faire prescrire des hormones par leur médecin. Une prescription standard, là, une pompe, une pompe de gel, un comprimé de prométrium, puis bon, on se revoit dans un an parce que malheureusement, ils n'ont pas vraiment le temps de faire des suivis très ponctuels. C'est souvent ça qu'ils se font donner. Puis même s'ils ont une dose standard, je fais un bilan, mettons, à un certain moment, puis là, c'est comme, oh my God, c'est vraiment plus haut, c'est vraiment plus bas que ce que je m'attendais. Fait que quand tu te donnes une hormone, moi, je trouve qu'il y a une certaine logique à vouloir regarder l'efficacité ou le dosage. Ouais, ça-tu marché ou ça... Ben c'est ça, tu sais, puis c'est vrai que ça fluctue dans le cycle, mais ça fluctue de manière assez régulière. Tu sais, ça fluctue, oui. On sait là, qu'il y a une grande période de perturbation là, au niveau hormonal là, dans cette période de périménopause, mais quand tu le sais, tu es capable d'ajuster ta thérapie en fonction de ça. Faut juste pas que tu dises « Ah, ton bilan est normal, t'es pas en préménopause ». Non, ça marche pas. Mais ça te donne une sorte de baseline un petit peu pour savoir comment te guider. T'sais. Je comprends. C'est quand même... mais c'est vraiment une expertise en soi que les médecins n'ont pas développée. C'est sûr que quand j'entends les gens dire « On ne peut pas dédoser parce que ça fluctue trop », mais toutes les hormones fluctuent dans le corps, là. Puis même si c'est anarchique, il y a une façon de comprendre les symptômes en lien avec les débalancements hormonaux. Fait que toi, la femme va prendre les hormones, puis là, après ça, X nombre de semaines ou mois après, des suivis pour voir, OK, est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce qu'on doit en rajouter, diminuer? Puis là, c'est des suivis à chaque année après ça, en général? Ça dépend. T'sais, moi, je me fie vraiment... moi, j'oblige pas les patients à me voir si ça va bien. Là. Je veux Là, dire, à un ça moment va donné, bien, il n'y a pas de stress, ça, on exactement. continue le Puis traitement. moi, j'ai tellement de monde à voir que je suis comme plus... Tant mieux, mais le challenge, c'est que les femmes, c'est complexe. La périménopause, c'est extrêmement compliqué. Il y a des mois que je leur dis, le mois prochain, même ton bilan est complètement normal puis tu n'aurais pas l'air d'en avoir besoin, peut-être que je peux te donner quand même une petite dose parce que, comme je te dis, c'est pas un diagnostic sérologique. Fait qu'on va essayer quelque chose parce que ça se peut que le mois d'après, là, j'ai fait un bilan, tu aurais l'air en ménopause. Fait que c'est vraiment compliqué. Et je dis, moi, je vais t'apprendre avec le temps en consultation de reconnaître quel symptôme est dû à quoi. Puis même des fois, quand tu te sens plus anxieuse, prends un autre comprimé de progestérone. C'est pas dangereux. C'est une hormone bioidentique, c'est la même hormone que le corps produit. Ça, on va vraiment y aller dans des ranges de sécurité quand même pour que les femmes se dosent pas elles-mêmes, là, prendre 10 fois la dose. Yeah, mais quand même, c'est important que les femmes reprennent le contrôle sur comment ils se sentent, puis qu'ils comprennent, puis qu'ils arrêtent de se faire dire « il n'y a rien à faire, c'est normal, ça va être de même pour... jusqu'à temps que tu n'aies plus de règles pendant 1 an. » C'est 10 ans de ta vie, là, tu vas sacrifier, là. Il y a des femmes, être là, malheureux qui sont... pendant 10 jours, c'est long. Imagine 10 ans. Puis c'est normal. On leur dit toujours que c'est normal. On dit, hey, mets-toi un sourire d'en face, là, qu'elle m'arrête. Mais... Non, je sais. C'est pour ça que je trouvais l'importance de parler de tout ça. Comment qu'on peut, je pense que le terme, c'est utiliser les hormones? Like, mettons, je sors de chez vous, j'ai mes hormones, c'est-tu injection? T'as dit le mot gel tantôt, des patchs. On va parler de ça tantôt, un petit peu
moi, à 20 ans, j'ai fait des stéroïdes, mais moi, j'injectais mon testostérone, avec une aiguille, je me rappelle, pas très le fun. Y a-tu c'est quoi les manières que les femmes vont prendre leurs hormones? Ouais. Ben, depuis l'automéno, heureusement. C'est quoi l'automéno? Ben, c'est ça le documentaire dont je te OK, parlais. Il va falloir que t'ailles avec voir. Véronique Cloutier. Ouais, grâce à ça, ça crée comme une tollée. Puis grâce à ça, maintenant, les hormones bioidentiques sont remboursées par la RAMQ. Fait que c'est vraiment le fun. Nice. Ça fait comme 2 ans déjà, je pense. C'est mars 2022, si je me rappelle bien. Fait que là, ils vont payer pour comme la consultation puis tes services, mais les hormones vont être remboursées. C'est ça, exact. Nice. Au moins. Puis aussi, les prises de sang peuvent être faites au public. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Donc, le gel, là, maintenant, qu'on prescrit le plus, je te dirais, c'est l'estrogel. Donc, bref, c'est pas très compliqué. Puis le prométhium, c'est en comprimé. Estrogel, si je vite comme je le pense, c'est un gel estrogène. D'estradiol, ouais. Puis là, tu as fait ça, on le met... Souvent, les avant-bras, on l'applique, on frotte un peu, on laisse... OK. Bon, il y a des gens qui vont dire de le mettre ailleurs, mais nous, on aime ça de l'appliquer toujours à la même place. Comme ça, on sait que les bilans puis les symptômes sont toujours soulagés de lumière. Tu l'appliques à chaque jour? Oui. OK. Ben, pour les femmes qui en ont besoin. OK. Mais oui, en ménopause, puis en préménopause. Puis... Progestérone, c'est ça. Souvent, ça peut être cyclique, c'est par la bouche. Ça peut être cyclique comme les 2 semaines par mois ou dépendant de où est-ce qu'on en est. Là. Puis, est-ce que les femmes, mettons, on commence à te consulter en préménopause, on prend des hormones. Une fois qu'on est en ménopause, c'est-tu des hormones idéalement qu'on prendrait pour le restant de nos jours pour optimiser notre santé? Fait que ça, si on parle de toute la prévention, fait que la raison pour laquelle on donnait des hormones avant l'étude WHI qui a fait bien peur, on voyait que les plus grosses études en prévention de la santé globale, en diminuant la morbidité et la mortalité, donc faire que tu vas vivre en santé plus longtemps, c'est surtout pour les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, donc les fractures qu'on va voir arriver plus tard dans la vie, mais tu sais, la fragilité, là, le frailty un peu des femmes, puis aussi la démence. Fait qu'on a parlé un petit peu de l'Alzheimer, là, mais oui. C'est pour ça que c'est... Est-ce qu'on peut parler de ça un petit peu? Ouais. Les études, je pense, sont que deux tiers ou presque all démence, excuse-moi, je le dis en anglais, Oui. Alzheimer's, toutes les maladies de cerveau, on va dire, Oui. sont plus affectées par les femmes. Tu sais, on dit en ménopause ou en périménopause, le brain fog, des fois on a l'air perdu, mais tu sais, des fois, mais surtout les hommes, je vais parler au jeu, je pense, OK, ménopause, c'est tout en bas de la ceinture. C'est tout en lien avec le libido, le vagin, le reproduction system. Mais j'aimerais vraiment élaborer, que tu élabores sur les effets négatifs qu'il peut avoir sur dementia, puis les brain problems. Mais tu as raison de dire que c'est principalement les femmes, les maladies qu'on appelle neurocognitives, parce que l'estrogène est un excessivement gros régulateur de notre système nerveux central, de manière générale. Puis on va le voir dans les études. Donc, justement, quand on commence l'hormonothérapie plus tôt dans la transition ménopausique, on n'attend pas qu'il y ait une déficience d'estrogène au niveau parce que c'est un neuromodulateur, ça va vraiment aider justement la croissance neuronale. On va avoir une prévention. Fait que c'est là ce qu'il faut intervenir le plus rapidement possible dans la transition ménopausique pour venir empêcher finalement les effets un peu délétères du manque d'estrogène. L'estrogène est vasodilatateur, est anti-inflammatoire, puis il y a un impact très important sur le cerveau, autant qu'on le voit justement avec tous les symptômes qu'on va avoir, la dépression, l'anxiété et tout ça. On va le voir avant, mais c'est juste les symptômes plus tardifs là, qui vont être les troubles cognitifs qui vont venir par la suite. Puis définitivement, c'est les femmes. Tu sais, un gars rendu à la ménopause, là, quand les femmes sont en ménopause, les hommes ont plus d'estrogène que les femmes après 50 ans. Ben oui, parce que nous, on... C'est naturellement, parce que... Oui, naturellement. Sans hormonal therapy. Oui, parce que la testo va s'aromatiser. Tu vas avoir quand même une production d'estradiol. Donc, les niveaux de testo chez l'homme, après 50 ans, quand les femmes n'en produisent plus de leur ovaire, il est plus élevé l'estradiol chez l'homme que chez la femme. Fait que, tu sais, c'est comme... On en a besoin de notre estrogène, là. On en a besoin. C'est vraiment... Et souvent, quand on arrive à 50, 55, puis on commence à voir, je vais dire, les symptômes ou les séquelles de dementia. Je veux pas dire que c'est trop tard, mais il y a quand même beaucoup de damage qui est déjà fait. Donc, tu disais tantôt la prévention de ces... j'ai un blanc, là, mais tout ce qui est brain issues, brain health, on va dire, ça serait vraiment de faire des tests assez tôt pour... avoir les hormones balancées, on va dire, pour prévenir ces maladies-là plus tard. Tu sais, c'est sûr que ça, c'est un gros sujet en voulant dire si tu n'as pas de symptômes en préménopause,
bon, tu peux peut-être pas nécessairement chercher de l'aide à ce moment-là. Mais de toute façon, si tu interviens rapidement quand la ménopause arrive, parce que même si tu n'as pas trop... Il y a beaucoup de femmes qui me disent « Ah, moi, j'ai été chanceuse en ménopause, j'ai eu aucune bouffée de chaleur, fait que j'ai pas eu besoin d'hormones. » Au contraire, les femmes qui avaient des bouffées de chaleur, il y avait eu la chance d'avoir le critère, le fameux critère qu'il faut avoir pour avoir des hormones, finalement, que ton médecin soit à l'aise d'en Fait que c'est prescrire. ça un critère. Tu arrives là, tu dis j'ai des hot flashes. Il va dire OK, tu as le droit à des hormones Faut maintenant. que tu aies 12 ans d'arrêt de règles. Tu sais, c'est ça qu'on voit, là. Moi, c'est pas comme ça que je pratique, mais souvent, les médecins vont dire non, t'es en ménopause juste après 12 ans de règles. Fait qu'ils vont attendre là, le 12e mois, des fois, là, tu sais, pour Wow. donner des hormones. Puis en plus, il faut que tu aies des bouffées de chaleur. Fait qu'on parle pas de prévention, parce que les hormones sont dangereuses. Donc, pourquoi qu'on en donnerait en prévention? Tu sais? Fait que ça vient tout de WHI. Puis comme je dis, avant WHI, les associations de cardiologistes, les associations de spécialistes en parlaient en prévention. C'est pour ça qu'on a fait cette étude-là, parce qu'on voyait tellement de bénéfices préventifs. Puis après ça, ça l'a arrêté. Fait que pour moi, c'est essentiel qu'on parle de prévention encore parce qu'on les donne pas, ces hormones-là, qui sont dangereuses. Fait qu'on donne les bonnes hormones qui viennent vraiment prévenir toutes ces maladies-là. Ouais, je sais. C'est tellement intéressant. J'adore ça. Mais c'est fou, tu sais, je veux dire, c'est... Puis on entend les gens dire « Ah, mais là, tu sais, ces hormones, ça fait, c'est pas tout, c'est pas... » On comprend, mais on peut-tu avoir plus de recherches? On peut-tu que les femmes soient plus informées? C'est comme, personne n'est au courant de tout ça. Pour moi, il y a presque personne qui ne donnerait pas d'hormones. Là. C'est exceptionnel. Tout le monde en bénéficie. Même en tant qu'homme, j'ai toujours dit, je le dis à ma blonde, à mes amis, je dis, moi, le jour que, on the stat sheet, mon testostérone, il produit plus comme il produisait, puis j'ai my mood changes, puis toute cette affaire-là, même moi, je vais aller sur hormonal therapy, mais pour hommes, tu comprends? Mais les hommes, ils n'ont pas de problème parce que les hommes, on les a toujours testés, on a toujours donné du bioidentique, on a des critères, là, l'andropause, c'est à partir de temps, tu sais, fait que vous en avez pas de problème, là. Vous allez vous en faire donner en temps normal. OK, mais ça, quand je dis pas de problème, c'est moi, je peux aller voir un médecin n'importe quand, m'enseigner un couple de symptômes. À fonction d'un certain niveau, tu sais. Tandis que nous, on est prise pour avoir 1 an d'absence de règles plus des bouffées de chaleur pour en C'est avoir. fou, comme on a evolutionary standpoint, comme c'est vous autres qui vous portez le bébé, vous donnez la naissance, puis là, il faut que vous attendiez de vivre des années, avec des symptômes, des risques de, rupture familiale, dépression. Puis là, il faut t'attendre à être miserable après 12 mois, avoir des symptômes bouffés. C'est complètement débile. Oui, J'ai hâte autant pour vous autres, que les recherches et l'accessibilité à les hormones soient plus avancées. C'est fou, là, comme j'ai mentionné ça à ma mère. Hey, j'ai eu un couple de podcasts, des longues conversations avec ChatGPT, des petits contacts avant que je te rencontre. Tu sais, j'ai envoyé ça à ma mère, puis elle m'a remercié, elle et ses collègues, comme si j'ai trouvé des lingots d'or, puis j'ai sauvé leur famille. Des comment je savais même pas. Fait que c'est pas juste l'accessibilité à tout ça. Je trouve que on n'en parle pas. On va en parler des petits podcasts comme ça, sur ton Instagram, etc. Mais le mainstream ne parle pas de ça. On dirait que c'est comme encore un sujet tabou. Les femmes ne se sentent pas à l'aise, on en parlait. Hey, j'en vois 80% de ma clientèle, c'est des femmes. Puis tu vas voir, un jour, la belle Sylvie, elle va rentrer, all fired up, next day, ça dure 2 semaines. Encore là, on ne sait jamais ce qui se passe à l'extérieur, mais t'as dit 36 tantôt. Fait qu'à 30 ans, on devrait vraiment commencer à... Est-ce que les femmes devraient prendre un journal? Tout le monde devrait juste être au courant. Mais les médecins, les femmes, tout le monde devrait être au courant que ça existe, à tout le moins, parce qu'il y en a que c'est plutôt un oxy plus tard, là, tu sais. Puis les médecins qui sont capables, à la limite, de référer, là, s'ils sont pas à l'aise. C'est juste parce que c'est juste même pas mis sur la table que ça se passe, la préménopause, puis que il y a d'autres solutions que la pilule contraceptive puis les antidépresseurs. Tu sais, quand l'étude WHI est sortie, aux États-Unis, il y avait 40% des femmes qui prenaient des hormones. C'était quand même une bonne proportion. Nice. Après WHI, 4%. Oh. Antidépresseurs, augmentation genre de 200%. Tu sais, c'était comme tous les antidépresseurs, les somnifères, tout a augmenté. C'est comme ça qu'on traite les femmes. Oh, puis en plus, on le sait fou. maintenant... T'es pas de bonne humeur, tu files pas. Prends une pilule antidépresseur. Puis après, maintenant, on le sait là, qu'il y avait un flaw, qu'il y avait des erreurs dans cette étude-là, que c'est des mauvaises conclusions, finalement, que c'est une mauvaise hormone avec la mauvaise
population de femmes trop âgées. Fait que, tu sais, qu'on revienne pas là-dessus puis qu'on fasse pas quelque chose pour aider, pour rattraper ces 20 années-là où est-ce qu'on a vraiment... On a fait du mal aux femmes, là. Tu sais, il y a vraiment eu des... Ça a tué du monde, tout ça, là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est terrible. Il y a des stats qui disent la plupart des suicides chez une femme, c'est en haut de 55 ans. Oui, bien, 40, mais ça augmente en 40-50 ans, là. C'est dans la transition ménopausique, finalement. Ouais. Ça me rend fou. J'espère vraiment, mon but avec ce podcast-là, c'est surtout cet épisode-là, on va le partager à tous les clientes. Puis comme je dis, c'est pas juste un woman thing, you know, c'est les hommes, si on voit des changements dans nos blondes, you know, sometimes, je veux dire, c'est pas leur faute, là. Tu comprends? Moi, demain matin, tu drops mon testostérone puis mon corps le produit pas assez, mais je suis un homme différent. C'est pas parce que je me réveille puis je veux être différent, c'est... Oui, puis en plus, vous, c'est progressif, tu sais, c'est pas du jour au lendemain, là. Tandis que nous, oui, c'est plus ou moins du jour au lendemain dans l'espace d'un an, là, que c'est vraiment, tu sais, tu passes de là à là, mais avant ça, il y a tout plein, tu sais, c'est bien pire, finalement, qu'est-ce que les femmes ont à traverser, là. Fait que, toi, tu dis que chez une femme, c'est quand même drastique les changements en si peu de temps. Fait on parle les niveaux, mettons, les niveaux, là, tu sais, que tu passes. Tu sais, les ovaires arrêtent de fonctionner. Comme je dis, il y a une sénescence qui se fait sur 10 ans, là, tu sais, de préménopause, mettons qu'on peut dire, mais il y a quand même, tu sais, une chute assez abrupte. Tandis que chez les hommes, par exemple, c'est 1% par année à partir de 30-40 ans. Tu sais, fait que c'est comme plus graduel. Un smooth. La femme, c'est plus en un an, ta vie peut changer complètement. Exact. Fait que si t'as, on va dire, début trentaine, tu commences à réaliser ton corps change, peut-être des changements drastiques dans la santé, ton mood, ça serait peut-être un bon moment de commencer à s'informer, puis au moins faire des tests hormonaux pour savoir si tout marche bien. T'en parles à ton médecin de famille, au pire, pour voir justement qu'il rule out, là, justement, la base. T'sais. Souvent, à tout le moins, voir que tout est normal, mais encore là, la préménopause, c'est pas un diagnostic sérologique. Fait qu'il va pas pouvoir te dire si tu l'es ou pas. S'il s'y connaît en préménopause, peut-être qu'il va pouvoir t'orienter, mais il reste qu'il va proposer si c'est un médecin, encore là, je généralise, mais si c'est un monsieur de 65 ans sur le bord de la retraite, puis toi, t'es une femme, puis t'arrives, puis tu parles de symptômes, il y a quand même des bonnes chances que tu sois pas bien informé sur la ménopause, les hormones de femmes, etc. Avec ça se peut que tu juste, hey, tu sais quoi, prends les antidépresseurs, ça va bien aller, reviens me voir dans 6 mois. Ça veut pas dire que ça va pas l'aider, tu sais. Moi, il y a des femmes, des fois, qui ont tellement des énormes fluctuations, là, que comme bioidentique, ça reste que c'est naturel, là. C'est pas non plus un anovulant, c'est pas non plus de la pilule contraceptive. C'est pas tout le monde qu'on réussit à stabiliser facilement, là. Tu sais, fait qu'il faut quand même se dire que ça peut arriver que de manière collatérale, ça peut se prendre l'antidépresseur. Il n'y a pas de honte à ça, mais il faut juste penser que c'est pas tout le temps juste ça, la solution. J'aimerais parler de fertilité un petit peu. Ça aussi, j'essaie de insert ce que j'apprends. J'ai appris un couple de mois que toutes les femmes sont nées avec X nombre de, je veux dire, 1 à 2 millions d'ovocytes. 1 à 2 millions de ovocytes. Ovocytes. Puis une fois que les menstruations commencent, ces ovocytes-là, ils sortent de toi. Puis la ménopause, c'est quand il n'en reste juste plus. C'est ça? Fond, à 30 ans, là, pour comprendre aussi, qu'on part de 1 à 2 millions à la naissance, à 30 ans, tu es rendu à 10 puis à 40 ans, tu es rendu à 4 Fait que tu vois comment est-ce que la chute se fait. Fait que ça, c'est oui, tu sais, on peut relier un peu là, la chute hormonale avec la chute des ovocytes. Est-ce que là, à cette heure de nos jours, les gens en général, ils bâtissent des familles plus tard? Ils vont attendre. Women are beaucoup plus career-based, c'est super. Fait qu'ils vont vouloir commencer leur carrière, avoir des enfants après 30 ans. Fait que si ça baisse d'année en année, il y a quand même moins de chances d'avoir des enfants le plus que ça avance. Est-ce qu'il y a des choses qu'une femme peut faire pour augmenter la chance de tomber enceinte en vieillissant? Oui.
Ben, c'est sûr qu'en effet, après 30 ans, ils vont dire 30-35 ans, mais on sait justement que oui, il y a naturellement une diminution de la fertilité qui va se faire. Tu sais, à la base, toutes les femmes sont fertiles, la plupart, tu sais, puis après ça, c'est plus des effets plus environnementaux ou génétiques. Je te dirais qu'il va influencer tout ça. Mais à la base, tout le monde est plus ou moins fertile. Après ça, ça diminue graduellement. Après ça, tu sais, est-ce que tu fais attention d'avoir des relations au bon moment? Est-ce que tu ovules? Tu sais, tu fais-tu des tests d'ovulation? Fait que c'est quand même important de vérifier ça puis d'avoir des relations sexuelles. Tu vois, ils vont dire comme 3 fois par semaine des relations sexuelles, idéalement 5 jours avant l'ovulation, plus ou moins 2 jours après. Fait que tu sais, il faut toujours mettre les choses en place quand même. En termes d'études, mettons, observationnelles ou d'études qu'on a dans la littérature, c'est vraiment, tu sais, de limiter l'apport d'alcool, limiter le tabac. Bon, ça, quand les gens n'attendent pas trop tard, c'est quand même déjà que ça va aider. Puis c'est pas mal ça. T'sais, après ça, de garder un poids santé, mettons, si tu as un IMC, par exemple, indice de masse corporelle en bas de 17, ça peut être lié comme à la triade de l'athlète. C'est les gens qui s'entraînent beaucoup, là, il peut avoir comme une sorte d'insuffisance, hypogonadisme. Parce qu'une femme, j'ai besoin de plus de gras, et non pour que tout le ça système... fonctionne. Mettons, quand ton corps il essaie de survivre, il va pas nécessairement comme être le plus fécond. Je comprends. Dans ce contexte-là. Ou justement, en haut de 27, les IMC plus élevés. Puis ça peut être lié aussi avec d'autres problématiques comme les ovaires polykystiques. Entre 17 puis 25, on va dire, de BMI. Ouais, 17 ça à serait... 27. Fait qu'il y a un poids santé, tu sais, ça, oui, bien s'alimenter, pas fumer, pas boire, puis faire l'amour. C'est ça. Puis quand vous faites, tu sais, des fois, j'entends des couples que c'est que, tu sais, la femme va dire, OK, là, c'est dans 20 minutes qu'on fait l'amour, puis là, ils vont juste coucher ensemble dans l'objectif de tomber enceinte, mais comme, man, des fois, pour un gars, c'est dur, là. Tu me disais, dans 6 minutes, faut que tu sois bandé, puis dans 7 minutes, faut que tu sois... Like, moi, je suggère, chill, like, make it fun, tu comprends? Like, amusez-vous un petit peu... J'ai jamais eu ça, mais comme j'entends des histoires, je vais pas dire qui, whatever, mais que ils veulent tellement, puis je leur comprends, tu sais, surtout la femme, elle veut tellement avoir l'enfant que tout est timé, mais là, c'est une fois que tu essaies, puis ça marche pas, là. Ça, c'est quelque chose, les femmes, je vais jamais comprendre, mais un homme, tu bandes pas une fois, là, and your brain is fucked for, like, au moins 10 jours, là. Tu vas te mettre en question, tu vas te questionner, justement, tu vas dire, OK, je pense que mes hormones sont pas bien. Mais justement, les hommes, en général, on performe pas bien sous pression. So it's like, just chill out a little bit. Puis vous allez ouais, mais c'est stressant pour les femmes. La pression aussi de devoir tomber enceinte. Tout ce qui vient après, il y a tellement de stresseurs, puis tu sais, comme tout le monde, on s'attend à ce qu'on soit fertile, on s'entend à ce que ça fonctionne, puis quand ça fonctionne pas, ben on a l'impression de pas avoir le contrôle, puis c'est ça qui est comme difficile. Fait que là, les femmes essaient de reprendre le contrôle, tu sais, de se dire, ben là, si je le fais à ce moment-là, je vais avoir vraiment tout fait les affaires de la bonne façon, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Fait que c'est ça, quand on est comme, quand quelque chose qui fonctionne pas, on essaie essayer de contrôler tous les paramètres qu'on peut, tu sais. Fait que... Bref, soyez pas fâchés les hommes. Soyez pas fâchés les hommes, just... Mais faites-le 3 fois par semaine, surtout en optimisant 1 jour sur 2 dans les périodes autour de l'ovulation. Là, je pense que ça devrait être... Puis même si vous voulez pas tomber enceinte, faites l'amour souvent. Like, t'es toujours... Tu sais, comment on dit ça? Des fois, on voit des gens malheureux, on dit vous êtes mal baisés. Hein, faut faire l'amour. C'est ça, ça qui est le fun. J'ai-tu d'autres questions? Ménopause, hormonale? Y a-tu des choses sur ça avant qu'on embarque dans... un peu la discussion de stéroïdes, hormones chez les hommes. Quelque chose que j'ai pas demandé que les gens qui écoutent ce podcast devraient savoir sur la santé de la femme, les hormones, la ménopause. Ben, on a fait quand même une bonne revue. Faites le tour, t'es très bonne. Là, cool, OK. Là, pour les garçons ou les femmes qui veulent plus s'informer, moi, quand j'étais jeune, à 20 ans, whatever, classique, je m'entraîne, manteau de gens, puis on veut devenir gros et beef, puis on s'en fout des séquelles, on prend des stéroïdes, on n'embarque pas dans toutes les sortes de stéroïdes, mais qu'est-ce qui arrive chez un homme de 20 ans quand je m'injecte avec la testostérone, pas mal sûr, c'est synthétique, là, si je l'ai acheté au bout de la rue dans un char, ça doit pas être la grosse qualité. Qu'est-ce qui arrive quand on s'injecte avec une hormone, surtout très jeune, de testostérone? Moi, j'ai entendu que quand tu t'injectes avec la testostérone, ton corps arrête d'en produire,
Donc là, à la fin de mon cycle de whatever, 6-12 semaines, je me rappelle pas, là, il fallait que je prenne d'autres affaires pour m'injecter dans le nombril pour rebooster mes... You know what I mean? Fait que ça fait quand même longtemps que j'en ai pas fait puis j'en ferai pas. Mais s'il y a des gens peut-être jeunes qui veulent expérimenter avec les stéroïdes, je le suggère pas. Mais qu'est-ce qui arrive quand un homme s'injecte avec de la testostérone synthétique? Ouais. Mais dans le fond, tu sais, fait que quand tu injectes de la testostérone, souvent les doses vont vraiment, qu'on appelle supraphysiologiques, là, on s'entend? Fait que. Attends, répète ça un peu plus lent. Supraphysiologique. C'est des grosses doses, là. C'est vraiment. Souvent, ils savent pas trop. C'est ça que tu as dit tantôt dans le message vocal. Tu as dit okay. pour un cheval. C'est ça que tu as dit, là, quand tu donnes des doses pour. Doses de cheval. Je sais pas si on donne ça aux chevaux, j'espère que non, mais bref. Fait que, tu sais, c'est quand même. En fait, c'est ça, c'est que ton corps, ce qu'il va comprendre, c'est que tu en as beaucoup. Hein? Fait que tu vas avoir une rétroaction qu'on appelle négative sur ta production, finalement. Fait que tu vas réduire tes hormones qui auraient contrôlé ta production. Mais ces hormones-là vont aussi réguler ta spermatogénèse. Fait que dans le fond, si ta LH va bref, essayer de produire, quand la LH essaie de produire, c'est là que tu vas avoir une formation de spermatogénèse puis justement une formation de testostérone. Fait que là, tu l'inhibes, cet axe-là. Fait que ta LH, elle diminue. OK. Bref, tout ça fait pour dire que tu peux devenir infertile pour une certaine période de temps après. Là, après ça, il y a des gens qui vont essayer de repartir leur axe. C'était ça que tu voulais dire. Là, je pense que c'est du clomide, souvent, que les gens donnaient. Je pensais que tu parlais de ce que tu t'es injecté. Là, il y a tellement de choses que j'entends parler. Testostérone, Trenbolone, Winstrol. Écoute, plein de cochonneries. J'avais tellement mal à mon corps. Là, ça avait pas de sens. Ouais, fait que le clomide est comme veut repartir l'axe. OK, c'est ça. Clomide, c'est it starts it back up. J'en ai des amis qui faisaient le même cycle dans le temps, mais eux autres, ils voulaient pas faire le after cycle. Il y en a qui ont des man boobs. C'est-tu à cause, là, on produit beaucoup d'estrogène, mais pas de testostérone? J'essaie de comprendre le back-end. Pourquoi que, je dirais pas leur nom, mais pourquoi j'ai des chums qui ont des semi-man boobs qui ont jamais été capables de enlever ou de... Et non, puis pourquoi il y a des gens que, eux autres, ça a bien été. Ouais. C'est vrai qu'il y a des traitements, là, on appelle ça la gynécomastie. Même si tu essaies d'expliquer ça for dummies, comme on dirait, t'es tellement intelligente que tous les mots que tu dis ont comme 15 lettres. Gynécomastie. Fait que dans le fond, la testo peut s'aromatiser. Ça, c'est un autre mot compliqué, mais il y a une enzyme qui convertit la testo en estrogène. Puis ça peut contribuer à ça, là, tu sais. Des fois, ça peut être du gras, là, tu sais, gynécomastie. Bon, mais quand c'est vraiment hormonal, c'est vrai que des fois, ils peuvent donner des bloqueurs aussi pour venir renverser ça un petit peu, là. Fait qu'il y a des choses qui peuvent se donner, mais idéalement, c'est mieux de pas... Parce que c'est plus lié à des doses qu'on dit supraphysiologiques. Fait que plus t'as de testo, c'est trop haut, à un moment donné, là, there's so much you can use, là. Fait qu'à un moment donné, il va s'aromatiser aussi en estradiol, puis tu vas avoir plus d'effets secondaires. L'estrogène, c'est bon pour les hommes aussi, là. Tu sais, c'est pas mauvais. C'est juste que là, si tu t'injectes des mégadoses, ben il va y avoir plus d'aromatisation, plus d'effets secondaires. Fait que c'est vraiment ça, d'essayer d'éviter ça. Puis il y a des médicaments qui peuvent contrer ça. Puis je me rappelle quand j'en faisais, j'en parlais même pas à mon médecin de famille, parce que je voulais pas qu'il me chicane. Fait que là, il y avait des changements au niveau du corps. Là, une fois que j'ai dit, je veux toujours me rappeler, he's like, that's why you got the bitch tits, you know? Puis comme une fois que j'ai expliqué qu'est-ce que je faisais, là, il était comme, OK, idiot, voici quoi faire pour comme reverse un petit peu qu'est-ce que tu as fait à ton corps. Ouais. Puis là, surtout pour un homme, j'entends beaucoup TRT, testosterone replacement. Quand même des gens jeunes, je dirais, comme début trentaine, mi-trentaine, qui se met là-dessus. C'est quoi du testosterone replacement? C'est quoi du TRT? Ben, c'est de la testostérone. Mais c'est la même hormone que le corps produit. Finalement, il y a plusieurs formulations qui sont remboursées, heureusement, par la RAMQ depuis longtemps. Nous autres, ça fait juste 2 ans, mais vous autres, ça fait longtemps. Vous autres, ça fait juste 2 ans que les hormones sont... Wow! Ouais, c'est ça. Ben, ceux qui sont transdermales, bon, puis la prométrium aussi. Fait que, ouais. Mais c'est ça, il y a des injections, ça peut être sous-cutané, comme c'est peut-être un peu différent que dans le monde du training, c'est vraiment comme beaucoup in the muscle. Il y a des gels aussi qui existent, il y a même des sprays nasaux. Fait que pas mal. Gel, spray nasaux, puis injection sous-cutanée intramusculaire. Puis ça, c'est quelque chose, dès que tu commences, c'est forever aussi? Ben, si tu le donnes parce que tu as un diagnostic d'hypogonadisme, encore un autre nom compliqué. Moi, je vais réécouter ce podcast comme
0,8 de vitesse pour bien comprendre les mots. Ouais, hypogonadisme, dans le fond, c'est ça. C'est comme l'andropause, là, qu'on pourrait dire comme l'équivalent de la ménopause chez l'homme. Bon. Fait que dans ça, tu sais, moi, je le dis souvent, un peu comme chez les femmes, là, ça reviendra pas. Tu sais, les femmes vont dire, je prends ça à vie. Pour moi, les hormones féminines aussi devraient être prêts à vie, parce que dans les études, quand on les arrête, on perd les bénéfices. Mais pour les hommes, ben, je leur dis, ben, écoute, si tu peux arrêter l'année prochaine, mais tu vas être 1% plus bas. Fait que tu vas te sentir mieux si t'arrêtes. On va leur dire, tu vas continuer à avoir ton déclin progressif. Fait que pourquoi t'arrêterais? Fait que, tu sais, oui, c'est théoriquement à vie, là. OK, fait que c'est pas tant un... Mettons, je commence à prendre ça demain, ça va pas me donner un gros high, puis dès que j'arrête, ça va me ramener là. C'est... Vu que les doses vont pas être... C'est Encore ça. là, je peux pas répéter vraiment le mot que tu as dit, mais c'est pas des immenses doses, c'est plus raisonnable. Ça serait quoi les raisons, en général, pour un homme de commencer le TRT? Est-ce que les... j'ai lu que la testostérone n'est pas directement liée à des érections. Fait que des hommes, exemple, qui ont des erectile dysfunctions, ça se peut qu'en prenant la testostérone, ça améliore pas ton problème. C'est multifactoriel. La dysfonction érectile, c'est parce que c'est assez complexe, là. Tu parlais tantôt de fertilité puis de demande. Bon, c'est ça. Fait qu'on sait que c'est extrêmement On a le droit beaucoup. d'avoir un peu de complexité, nous autres aussi. C'est là. ça. Fait qu'il y a quand même... Mais en fait, les symptômes d'hypogonadisme ou d'andropause, de manque de testo, ça ressemble un peu aux symptômes de ménopause, là. À part que, oui, on a vraiment, tu sais, la dysfonction érectile qui est quand même différente, là. Puis c'est ça que souvent les hommes vont venir consulter pour plus des problèmes au niveau sexuel. C'est souvent la première raison de consultation. Mais il faut quand même explorer le restant, là, justement. Est-ce que votre femme essaie de tomber enceinte puis qu'elle vous demande de le faire à des moments où est-ce que vous n'êtes pas prêt mentalement? Puis là, après ça, vous avez eu, justement, on appelle ça de l'anxiété de performance. Donc, ça devient comme psychogénique, la raison de la dysfonction érectile. Fait qu'il faut quand même prendre ça en considération, mais le niveau testo a quand même un lien, là, avec la dysfonction. OK. Ben, c'est quoi l'âge, en général, optimal pour un homme? Mais là, pas optimal. C'est quand que l'homme, ça va commencer à baisser. Là, tu as dit que ça baisse environ de 1% par année. Fait que vers quel âge, généralement, on va voir beaucoup plus de bénéfices pour un homme de prendre la testostérone? Mais en fait, ça dépend tellement encore, là. C'est une réponse très large. Mais tu sais, je te dirais que, tu sais, vers 50 ans, là, ça serait quand même bien de vérifier, je pense. OK. Il y a des gens que c'est plus tôt. Puis justement, les gars qui ont fait des cycles, des fois, je le vois vers la fin de la quarantaine. On dirait que c'est comme si, je sais pas si ça a eu peut-être un impact. Là, on n'a probablement pas beaucoup d'études là-dessus, dépendant de la durée des cycles, qu'est-ce qu'ils ont pris finalement. Mais je le vois quand même dans ma pratique. Fait qu'on voit notre médecin de famille où on peut... Est-ce que tu fais les hommes aussi ou juste les femmes? Non, je fais les hommes. OK. Pour moi, c'est moins complexe, les hommes. Tu sais, fait que les femmes, mon expertise elle s'est développée parce que les femmes avaient besoin d'aide, mais ça arrive souvent que je vois les conjoints de mes patientes. Je comprends. Fait que les hommes, c'est plus easy ton travail. Plus ou moins. Femmes, c'est un peu plus... je comprends. Si les gens veulent... Je vais mettre tout dans les captions aussi du podcast. Si les gens veulent te rejoindre sur Instagram, c'est Dr. Gabriel Landry. Je vais mettre le lien aussi. Je suis un follower avec mes 2 comptes. Pour ta clinique, comment on peut te rejoindre? C'est quoi le nom de la clinique? J'aimerais ça que les gens qui écoutent ce podcast-là, s'ils aimeraient consulter avec toi, ça part d'où? Ouais. Ben en fait, ça s'appelle Centre DGL, mais c'était mieux de googler mon nom sur Google pour le trouver. Parce que j'ai drgabriellandry.com, c'est pas très compliqué. Là. J'ai un site web, c'est souvent par là que les gens vont contacter la clinique pour avoir accès justement aux informations, comment ça fonctionne, les suivis et tout, les prix. C'est sûr que devant la demande intense qu'on est confronté à avoir, puis c'est pour ça que là, je forme en fait une médecin neurologue qui est avec moi actuellement. Fait que j'essaie de former de plus en plus de relèves de médecins. J'ai des infirmières aussi spécialisées qui m'aident. Là, fait qu'on a quand même un bon débit, mais on ne suffit pas à la demande. Fait que j'ai comme 1 an d'attente. Wow. Mais je vais quand même, tu sais, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a quand même, mon équipe est formée pour reconnaître aussi le degré de souffrance là, des demandes. Fait que quand c'est trop loin ou, on sait que c'est tout le temps trop loin, mais il y a des femmes aussi qui prennent rendez-vous en prévention parce qu'ils m'écoutent parler puis sont comme, c'est pas grave, j'ai rendez-vous dans 1 an, je commence à avoir des petits symptômes, mais ça se gère, puis tu sais, à la limite. Mais ceux qui sont vraiment souffrantes puis qu'ils essayent avec leur médecin de famille ou peu importe puis que ça fonctionne pas, on essaie toujours de trouver des façons de les voir plus prioritaires. Ça se peut que quand tu lis il y a sûrement un formulaire. C'est ça. C'est quelqu'un de 55 ans que la vie va pas très bien, mais elle va être passée avant elle de 33 ans qui fait ça en prévention, qui veut juste des tests. Genre. Cool.
Parfait. Mais écoute, ça m'a fait énormément de plaisir de recevoir ce podcast. Puis je pense vraiment qu'on va faire plusieurs d'autres ensemble une fois que les femmes et les hommes y ont écouté ce podcast-là. Fait que merci beaucoup, Dr. Landry. Parfait, merci.